Allez, Et on est bien d'accord, on lance ton truc. le film en premier, d'accord? Le Et, ap- résumé. et après, tu Et introduis après, le début d'étape. toi. Et je lui prends moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la page Facebook donc de la Provence pour suivre cette dernière heure de course ici sur le Tour de la Provence, l'édition 2018. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et le retour du live, du direct, eh bien je vous propose de revoir l'étape d'hier, le résumé de course entre La Ciotat-Gémenos avec l'arrivée en haut du col de l'Espigoulier. Troisième journée du Tour de la Provence 2018, La Ciotat, ville départ de l'étape considérée comme la plus difficile. 12h45, le départ est donné. Les 16 équipes profitent du passage sur le front de mer de La Ciotat. Il ne faudra pas attendre très longtemps pour assister aux premières attaques, dont celle de Christophe Laporte pour la Cofidis. Le col de Céreste est franchi, les attaques continueront de secouer le peloton avec Romain Feuillu et Justin Jules, très vite rattrapés par l'Espagnol Julen Irizar Lascurain. Malgré le contrôle assuré par l'équipe AG2R La Mondiale et Delco Marseille Provence KTM, une échappée de 5 coureurs réussira à creuser un écart de 2 minutes 30, dont le porteur du maillot de meilleur grimpeur, Marco Bernardinetti. Mais l'échappée sera reprise au pied de l'Espigoulier. Il faudra attendre la descente longue de 12 km pour assister à l'attaque de Tom Dernis, le Belge, qui réussira à creuser un écart de 1 minute au pied de la dernière ascension, ce qui le positionne leader virtuel du classement général. Le peloton ne laissera pas longtemps Tom Dernis dans cette position. La FDJ et la Cofidis vont durcir la course pour réduire cet écart. Cette dernière ascension en un peu finale va faire des dégâts au sein du peloton. Non, mais je peux le L'équipe raconter en locale direct. Delco Marseille Provence KTM a décidé de passer à l'offensive. Malgré cela, Lilian Calmejane, 15e au général, à 12 secondes, attaque avec détermination, mais sans réussite. À 1 km du sommet de l'Espigoulier, le peloton des favoris est réduit à 15 coureurs. Rémi Di Gregorio, l'enfant du pays, profitera des tout derniers lacets, connaissant chaque centimètre de ce col, pour produire un ultime effort et venir s'imposer devant Lilian Calmejane et Tony Galopin. Rémi Di Gregorio, après sa 6e place au Grand Prix de la Marseillaise, il renoue enfin avec la victoire en remportant sur ses terres la 2e étape du Tour de la Provence 2018. Voilà donc pour le résumé de l'étape d'hier. Retour au direct avec à mes côtés pour vous commenter, vous disséquer, vous donner le moindre détail de ce qui est en train de se passer sur cette 3e étape ici donc sur l'arrivée de Marseille. Alexandre Blin qui Bonjour à va tous. voilà qui va pouvoir tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alexandre avec eh bien nous retrouvons donc à l'image nos 4 hommes de tête. Oui, nous voilà à 50 km de l'arrivée environ. On vient de descendre le col de l'Espigoulier, celui qu'ils ont monté hier. Et ils reprennent directement. Donc ça s'enchaîne vraiment très vite avec le col de l'Ange, qui n'est pas une difficulté majeure et qui n'est pas répertoriée aujourd'hui. Mais en fin d'étape, en fin de tour, ça peut faire mal aux jambes. On retrouve donc 5 échappés en tête. Enfin, Plus que 4 je crois parce plus que 4. Ils y étaient 5, c'est Ouais, vrai. ouais. Mais le Nikolai Mihailov. Bulgare, champion de Bulgarie du team Delco Marseille Provence KTM, vient de se faire distancer dans cette descente de l'Espigoulier. On retrouve donc un Français à l'avant. Alors,
On va les citer effectivement, Alexandre. D'accord, je vais compléter en même temps que vous donnerez donc le détail de cette échappée avec Kevin le Danois, le Français de 24 ans, champion du monde en 2015, champion du monde espoir, qui d'ailleurs sur cette étape, c'est lui qui a lancé les hostilités, Alexandre, qui a lancé les hostilités et qui a provoqué cette échappée. Oui, il est parti tout seul. Il a tenté son coup dans la montée de Vauvenargues et il a creusé un bel écart avant de se faire rejoindre par ses 4 compagnons d'échappée. Voilà, le sociétaire de la Fortuneo Samsic, 3e de la classique Loire-Atlantique en 2016, vainqueur également du Tour du Jura en 2014, 4e de Paris-Camembert. Donc un jeune qui est plus tout jeune déjà, puisque 24 ans. Eh bien, il faut faire ça. Les armes sont faites. Maintenant, il faut prouver, il faut concrétiser un petit peu toute cette expérience. Oui, c'est vrai que maintenant, comme dans tous les sports de haut niveau, on demande d'être aux athlètes d'être performants très tôt, le plus jeune possible. Parfois, on ne laisse plus vraiment le temps de se développer, d'apprendre. Il faut des résultats immédiats. Et Kevin, 24 ans, voilà, il a été champion du monde. Il doit confirmer. Il n'a pas encore levé les bras depuis cette victoire au championnat du monde de Richmond. Donc voilà, et c'est un garçon très offensif qui tente souvent son coup. Pourquoi pas aujourd'hui? Alors, ce qu'on peut dire également, Alexandre, on va détailler nos quatre hommes de tête, pardon, mais pour dire que le peloton est pointé à 2 minutes 30 au moment où nous avons pris l'antenne. Oui, ça y est. C'était le dernier pointage. La chasse est lancée. Ils ont eu jusqu'à 5 minutes d'avance, mais les hommes d'AG2R La Mondiale ont pris la chasse dès le début et très vite on a vu des hommes de la Nippo Vini Fantini, voilà, c'était le maillot qu'on voyait à l'arrière là, qui se sont mêlés à la chasse. La Cofidis aussi a pris en main la descente, donc beaucoup de monde est intéressé pour un sprint final sur le long des plages du Prado à Marseille. Donc voilà, on est intéressé à un sprint, mais il y a encore quelques difficultés, puisque comme je disais, ils sont dans le col de l'Ange et il va y avoir l'ascension de la Gineste aussi dans le final. Alors, pour compléter ce groupe de tête, constitué de 4 hommes pour l'instant, 4 coureurs, puisque on vous annonçait que Mihailov Nikolai était distancé d'une petite vingtaine de secondes. Il a lâché dans la descente de l'Espigoulier. Donc, on va compléter avec Fernando Barcelo pour Euskadi Murias, 22 ans, 3e d'une étape de la Vuelta Asturias, présent également sur le Grand Prix de la Marseillaise. Donc, c'est peut-être une indication importante pour ce jeune coureur de 22 ans, tout simplement parce qu'il connaît Alexandre, il connaît le final. Oui, tout à fait. Le Grand Prix de la Marseillaise emprunte les mêmes routes, surtout les 25 derniers kilomètres à partir de Cassis, cette fameuse montée de la Gineste qui peut créer des dégâts parfois. Alors ça dépendra un peu du vent, ça dépendra des jambes fatiguées des équipiers ou non. Mais voilà, quand on a fait la Marseillaise il y a 2 semaines, on a eu la petite répétition avant l'étape du jour, puisque l'arrivée sera quasiment identique. Sur la Marseillaise, ça se fait sur cette avenue du Prado. Là, on ira un peu plus loin, on ira jusqu'à la mer et on tournera à droite pour un dernier 500 mètres tout droit, sans problème. Cette fois-ci, une belle arrivée où les sprinteurs, s'il y a sprint, pourront s'en donner à cœur joie. Alors, pour compléter donc ce quatuor de tête avec Diego Pablo Sevilla Lopez, donc l'espagnol de l'équipe Polartec Cometa, 21 ans, un 3e du championnat national espoir espagnol. Il faut dire que ce jeune coureur était déjà dans l'échappée de la première étape au Bagne-Istres, et c'est le coureur donc sur cette 3e édition du Tour de la Provence qui a fait le plus de kilomètres en tête de course. Ouais, c'est bien de voir des jeunes coureurs offensifs qui prennent le vent, qui tentent des échappées. C'est comme ça qu'on apprend. C'est en tentant des coups, en essayant de faire des kilomètres à l'avant, en forçant un peu son talent pour qu'on progresse tout simplement. Et je pense que c'est sous les conseils avisés de Fran Contador, le frère d'Alberto, que ce jeune coureur, qui est vraisemblablement en forme en ce début de saison, car je puis vous dire que pour prendre une échappée de nos jours dans le cyclisme moderne, c'est qu'il faut avoir les jambes. On n'est plus là par hasard quand on est à l'avant, c'est parce qu'on a les jambes, parce qu'on est en forme. Ça fait souvent la guerre en début de course. Il n'y a plus vraiment d'échappée en facteur, comme on dit. Tout le monde veut y être, encore plus quand c'est télévisé, comme c'est le cas aujourd'hui. Retransmis en direct.
tout le monde veut montrer le maillot. Et justement, le maillot de la Team Lotto Kernos avec l'Allemand Joshua Huppers de 23 ans, 18e du Grand Prix de la Somme, 3e du Grand Prix international de Rhodes, une belle course qui doit se courir du côté de la Grèce là-bas, puisqu'on est à Rhodes. Je ne la connais pas, mais les paysages doivent être magnifiques. Ouais, ça doit être très très sympa. Voilà, je vous rappelle, Kevin le Danois, Mihailov Nikolai, Fernando Barcelo et Joshua Huppers. Voilà donc les 4 hommes de tête. On est à quoi? On est à moins de 50 km de l'arrivée maintenant. Oui, on est à moins de 50 km de l'arrivée. On va bientôt arriver à Cuges. On est à environ 45 km de l'arrivée à l'heure actuelle. On est dans les derniers hectomètres du col de l'Ange. Vous voyez, c'est pas très dur. Mais voilà, on se met en danseuse, on relance, on voit Barcelo qui commence à dandiner un peu, qui met un peu des coups d'épaule, un peu de coups de tête. Voilà, on a forcé le train, bien évidemment, à l'avant, c'est le moment d'appuyer. Le peloton chasse et le peloton va probablement, s'il doit secouer le cocotier, le faire déjà ici pour essayer de perdre des équipiers, perdre des sprinteurs, pour avoir une arrivée différente, autre qu'un sprint massif. Voilà, et on nous dit qu'effectivement, le dernier pointage, toujours à 2,30. Alors un petit tempo actuellement, au niveau du peloton. En revanche, Nikolai Mihalov, lui, donc est à 1 minute 10 maintenant de la tête de course. Il décroche. C'est vrai que tout seul, dès qu'on se retrouve dans la pampa, en chasse-patate, exactement, tout seul, c'est compliqué. Alexandre, je commence à enregistrer les termes techniques. C'est ça, exactement, parfait. Et donc oui, quand on est en chasse-patate, tout seul, c'est quasiment infaisable de rentrer, surtout dans un final, quand l'allure s'accélère, et c'est complètement impossible. Alors on va avoir quelques secondes justement, puisqu'on voit bien que le peloton, toutes les manières, a très certainement décidé de faire diminuer cet écart qui est toujours pointé à 2 minutes 30 pour faire un petit rappel de ce qui s'est passé dès le départ du côté d'Aix-en-Provence. Voilà, on revoit les belles images de notre drone faites à Aix-en-Provence ce matin. Un départ un peu plus tôt aujourd'hui, on a avancé les horloges d'une heure au niveau de l'organisation, tout simplement pour permettre aux équipes de pouvoir et aux coureurs de pouvoir rentrer chez eux de suite après la course. Ça se fait maintenant à chaque fois, c'est de coutume pour toutes les organisations d'avancer un peu l'horaire de sa dernière étape pour permettre à tout ce monde, tout ce peloton de finir un peu plus tôt et rentrer à la maison et déjà se reposer, récupérer et avoir une vraie journée de repos lundi. Voilà, là on voit les images du départ fictif. On est derrière la voiture de l'organisation, derrière les motards de la gendarmerie, de la garde républicaine, ça discute. Là, il n'y a pas de stress, là on est tranquille, on sait très bien que ça ne va pas rester longtemps dans cet état-là, je dirais. Voilà, mais malgré tout, on profite un peu de ce départ. On profite de dire bonjour, on rigole entre copains. C'est vrai que les températures sont encore un peu fraîches, donc les coureurs descendent tardivement du bus. Donc là, voilà, tout le monde se revoit. Ça commence à se mettre en position. Là, on voit ceux qui sont prêts à l'attaque, qui veulent aller dans l'échappée, commencer à remonter. Et quand la voiture va lâcher les fauves, voilà, ça va attaquer d'entrée. Première attaque avec des coureurs de la team Direct Energy et de Saint-Michel Aubert 93. La Lotto Knos, l'auto allemande aussi, qui était à l'avant. C'était la première tentative d'échapper, mais on voit de suite derrière que le peloton réagissait, ne voulait pas sortir. Beaucoup de coureurs voulaient être à l'avant, donc je reprends ce que je disais. C'est vrai que de nos jours, être à l'avant, ça se fait plus par hasard. Ça bataille toujours, et on voyait déjà les coureurs à l'arrière, les sprinteurs un peu en difficulté. Là, une nouvelle tentative de la Lotto Knos. Nicolas Baldo du team Aubert 93 Saint-Michel et Angel Madrazo de la team Delco Marseille qui est porteur du maillot rouge, tenter sa chance. Et on revient sur le direct, je crois, Alexandre. Voilà, et donc ces échappées avaient été avortées et la bonne,
c'était celle de Kevin le Danois. Il a vraiment impulsé, il a vraiment impulsé cette échappée. C'est vrai qu'il y a eu, on l'a vu dans le début de ce résumé de début d'étape, des tentatives, etc. Et lui, Kevin, ce jeune coureur là, on rappelle, champion du monde en 2015, espoir, eh bien a tenté sa chance et grâce à l'aide de 4 autres coureurs, eh bien c'était la bonne. Oui, Kevin, coureur très offensif. Il a contré, il a insisté, il a fait un très bel effort dans les débuts du col de Porte, dans les premières parties aux alentours de Vauvenargues, et a forcé un peu le destin du jour. Et voilà, quand le 4 coureurs reviennent derrière, porter main forte, voilà, il commence à y avoir un bras de fer peloton, échappé, et finalement ça arrange un peu tout le monde de laisser partir, surtout à G2R la mondiale, qui a intérêt de laisser faire. 5, on peut les contrôler car on est 7 coureurs. Aujourd'hui, on va probablement se soucier quasiment que du classement général, protéger Alexandre Géniez. Bien évidemment, si on a la chance de pouvoir emmener Rudy Barbier dans le final, qu'il nous reste quelques forces, on le fera. Mais la priorité est au maillot bleu de ce Tour de la Provence, au maillot bleu du classement général d'Alexandre Géniez. Voilà donc le peloton qui est à son tour dans la montée du col de l'Ange. On peut signaler également que Nikolai Mihailov de la Delco Marseille Provence KTM a été repris par le peloton. Allez, là on voit des images de l'arrière, ça commence à péter déjà, je vous l'ai dit, oui. ça se muscle dans le peloton, ça se met en file indienne. Voilà, un coureur de la Nippo Vino Fantini qui vient de sauter. On a vu que la Nippo Vino Fantini a roulé, donc ça ce sont les équipiers qui commencent déjà à décrocher, on a fait le travail. Il m'a semblé donc si c'est le Dossard 111, Damiano Cunego. A priori. Non, je crois pas que c'était le 111. C'était pas le 111. Non, j'ai pas fait attention, désolé, mais on voit aussi que Benoît Connefroy s'accroche à l'arrière. Il a probablement beaucoup travaillé aujourd'hui, comme les autres jours, et il essaye de s'accrocher pour passer le col de l'Ange et venir peut-être porter encore une main forte, donner un dernier effort dans cette liaison entre le col de l'Ange et la Gineste. C'est toujours bien de s'accrocher, surtout quand on est un jeune coureur, de montrer à ses coéquipiers, ses leaders et son directeur sportif qu'on en veut. Qu'on ne lâchera pas, on est un battant, on est là, on revient, on s'accroche tant qu'on peut, on bascule le col de l'Ange, on revient à l'avant et on vient porter main forte encore tant qu'on peut jusqu'au bout. Donc là on le voit, c'était une belle attitude de s'accrocher, j'espère qu'il va passer. Alors pour compléter ton propos, Alexandre, effectivement Benoît Connefroy donc a couru énormément ou a parcouru énormément de kilomètres à l'avant du peloton. Donc c'est peut-être aussi une explication donc dans cette ascension, dans cette difficulté où là il est en train de décrocher un petit peu. Il a dû faire largement sa part du travail. Bien sûr, ça fait 3 jours qu'il fait la part du travail, ça fait 3 jours qu'il est à l'avant, surtout sur la première journée aussi où il avait tenu la barre pendant de nombreux kilomètres, car on essayait de jouer aussi la carte du sprint avec Rudy Barbier. Hier, on a protégé un maximum Cyril Gauthier et Mathias Franck pour Tony Galopin et Alexandre Géniez jusqu'à la montée finale de l'Espigoulier. Donc il a fait beaucoup d'efforts, ce jeune coureur, et il en a fait encore énormément pendant plus de 120 km aujourd'hui pour maintenir cette échappée qu'on voit à l'écran. Un autre garçon qui a fait énormément d'efforts et qui est en train de décrocher tout doucement pour la FDJ, c'est Benoît Vaugrenard. Tout à l'heure, effectivement, on avait eu des informations qu'il y avait Connefroy aidé par Vaugrenard en tête du peloton. Ces deux garçons ont relevé un petit peu la tête et surtout appuyé un petit peu moins sur les pédales de façon à décrocher, tellement le travail a été très certainement difficile pour mener cette allure en tête de peloton. Voilà, on le voit, Benoît Connefroy qui s'accroche, il est au fond. Il est au gouvernail, comme on dit. D'accord. Voilà, il est au gouvernail. Je la note aussi, celle-ci. Voilà, il est au gouvernail. Il est au gouvernail, il s'accroche, il se bat, il met tout ce qu'il a. On voit avec là même si c'est un petit ralenti, s'il y a un petit problème réseau, il met les épaules, il met la tête, il essaye de s'accrocher tant bien que mal. Alors que les 4 hommes de tête ont perdu 15 petites secondes, 2,05 donc au dernier pointage. Et c'est Bruno Armirail maintenant qui mène la danse en tête de peloton pour la FDJ. Donc oui, la FDJ est intéressée. Alors, intéressée pourquoi ? Pour le général ou pour le sprint ?
Eh ben c'est la question qu'on peut se poser, puisque la FDJ qui prend en main maintenant, qui met en file ce peloton, on le voit là à l'image avec les échappés, c'est assez tortueux pour rentrer dans Cassis. Comme je vous le disais, les coureurs, notamment français ou les coureurs étrangers habitués au calendrier français, connaissent ces routes, connaissent bien cette amorce de la Gineste. Donc voilà, on se pose la question, est-ce que la Française des Jeux prépare le terrain à Marc Sarrault, ou peut-être à Rudy Mollard, Et oui, qui est troisième du troisième classement, général. exactement, troisième du classement général. Donc effectivement, c'est une information importante. Et puis on notera également en tête du peloton ils viennent aider Armirail à l'avant du peloton, Cyril Gauthier pour AG2R La Mondiale et Tony Galopin. Oui, pour revenir un peu sur la FDJ et une tactique qu'on pourrait mettre en place pour essayer d'envoyer Rudy Mollard sur orbite. Le premier au classement général et le deuxième au classement général sont des coureurs d'AG2R La Mondiale. Donc Rudy, c'est le premier coureur derrière Alexandre Géniez et Tony Galopin au classement général. Il est à 7 secondes d'Alexandre Géniez, à 2 secondes de Tony Galopin. Rudy Mollard, s'il arrive à lancer une attaque et pourquoi pas se faire accompagner par des coureurs comme Sylvain Chavanel ou Lilian Calmejane, c'est le plus rapide. Je sais. Même si ce n'est pas le plus rapide, ils pourront évidemment s'entendre. Et s'ils s'échappent avec un Sylvain Chavanel dans la Gineste, à prendre une petite avance, Sylvain, on sait qu'il roule très fort, et à ce moment-là, on pourra s'entendre. Sylvain, à toi l'étape. Rudy, à toi le général. Donc voilà, c'est des stratégies qu'on peut peut-être essayer de mettre en place. Malheureusement, si on tente ça, il y a de fortes chances que Marc Sarrault ne passe pas. Ou alors, on peut tenter le tout pour le tout, on peut tenter coup double. Leur sprinter Sarrault a été décroché uniquement dans le dernier passage de l'Espigoulier hier, donc ça dénote une bonne condition physique et une bonne forme pour un sprinter. Donc peut-être qu'il se sent capable de passer la Gineste, et il dit allez-y les gars, tentez le général, et moi je fais tout ce qu'il faut pour essayer de passer avec un groupe réduit. Et si ça le fait pas, moi je vais tout faire pour accrocher le bouquet final de l'étape si on ne prend pas le général. Bon, on voit bien que la FDJ aux avant-postes de ce peloton, ça roule. On sent bien, là, Alexandre, toi qui as l'œil évidemment de l'œil de l'expert, qu'ils sont pas là. Non, ils sont pas là pour coller du papier peint. Ça commence à étirer. La Cofidis aussi, on a vu des coureurs de la Cofidis, le maillot rouge, venir prêter moins fort. Donc AG2R La Mondiale a gentiment glissé un peu plus loin. Là voilà, pour AG2R La Mondiale, on sauvegarde un peu les dernières forces, les derniers éléments. Mais bon, ils ont encore une énorme force de frappe. Ils ont Mathias Franck, Cyril Gauthier. Samuel Dumoulin qui est encore là, donc il y a du monde pour faire du boulot dans la Gineste. Et la Gineste, même si c'est dur au pied, ça raplanit en haut, et quand il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas un vent arrière ou un vent fort venant de la mer, c'est difficile de faire des écarts. Mais bon, c'est un peu différent de la Marseillaise. La Marseillaise, c'est une course d'un jour. Ici, on est sur une course à étapes. Tous ces coureurs, en début de saison, ont fait de gros efforts pour l'étape Rennes d'hier, arrivée au col de l'Espigoulier, qu'ils ont monté 2 fois avec le col de Céreste en entrée. Donc, en début de saison, c'est difficile d'assimiler des étapes aussi dures. Donc il y a peut-être une petite idée derrière la tête. Alors le peloton, lui, a bien accéléré, on l'a vu, sous l'impulsion de la FDJ. Ils reviennent tout doucement mais sûrement, puisque maintenant le nouveau pointage est d'une 35, donc d'écart entre les 4 hommes de tête et le peloton sous l'impulsion et l'accélération de la FDJ. On a vu également la Cofidis donc venir se positionner à l'avant de ce peloton. Ils sont dans la descente, alors que eux, les hommes de tête, vont pas tarder d'être dans la montée de la Gineste. Alors je ne sais pas si vous le voyez, Stéphane, mais là il y a un petit vent 3/4 face. Alors voilà, ça c'est intéressant. Qui vient de la droite, puisqu'ils étaient, ils étaient en léger éventail. On le voyait là sur l'échappée. On se protégeait un petit peu, on se décalait un petit peu vers la gauche. La roue avant du poursuivant se met sur la gauche légèrement du coureur qui le précède. Comme un éventail, quoi. Voilà, comme un éventail, tout doucement ça s'ouvre. Là on le voit moins, donc ils étaient dans une partie un petit peu plus exposée tout à l'heure. Voilà, il y a une petite brise. Là ça a tourné, puisqu'on voit qu'il s'écarte un peu de l'autre côté. Donc voilà, il y a
mais le vent n'est pas très fort aujourd'hui. Le problème, c'est que voilà, il est plutôt vent d'ouest, comme c'est souvent le cas dans la Gineste. Donc, il souffre un peu là, derrière. Hein. Oui, Ouais, on on sent que ben là, ça y est, hein, Kevin Le Danois, il le sait, il impulse, il sait que c'est maintenant ou jamais. Hein. Là, on est dans les dernières remontées de Roquefort-la-Bédoule avant de plonger dans une descente rapide sur Cassis. Voilà, les efforts du jeune coureur Sevilla, 21 ans, il paye son échappée du premier jour. Il paye ses débauches d'efforts, mais c'est l'apprentissage. Et on voit que Kevin Le Danois, il y va à fond. Il est costaud, hein. Il y va à fond, il attend plus personne, il sait que maintenant faut y aller, faut la tenter tout seul. Si vous pouvez m'accrocher les gars, tant mieux, sinon il me reste 30 km, je vais y aller tout seul. Voilà donc plus que 3 hommes de tête avec effectivement Kevin Le Danois, Fernando Barcelo et Joshua Huppers pour la Lotto Carnos. Pour Joshua Huppers c'est dur, hein. Il s'accroche là, il serre les dents. Il rentre la tête dans les épaules, il reprend la route de suite de Barcelo. Dès qu'il a perdu celle de Le Danois, il cherche l'abri comme il peut. C'est dur pour lui, hein. Là, il voit le bout de cette petite butte. Je pense que dans sa tête, c'est allez, vas-y, accroche-toi jusqu'en haut. Derrière, c'est la descente. On ne sait pas ce qui va se passer derrière. Je peux peut-être récupérer la main à la poche, un gel. On croit tout ce qu'on peut. Là, on se dit pourquoi ça va passer. C'est significatif quand on voit le coureur se lever, se rasseoir, se mettre en danseuse. Justement de difficultés. Là surtout Kevin il s'est relevé pour dire bon les gars venez un peu devant aussi hein. Donc mais je pense que le pauvre Huppers il est à fond, hein, donc il leur passe le relais parce qu'il se dit s'il m'accélère un grand coup je vais pas pouvoir passer. Et là on revient sur le peloton, Geoffrey Soupe à la barre, donc les Cofidis aussi sont intéressés. Effectivement, avec, je vous rappelle, le dernier pointage qui nous annonce 1 minute 15. Ils ont encore perdu une vingtaine de secondes, hein, ces 3 hommes de tête, puisqu'ils étaient 4. Mais le jeune Diego Pablo Sevilla Lopez a lâché, n'a pas pu rester au contact des 3 hommes de tête, Kevin Le Danois, Fernando Barcelo et Joshua Huppers. 1 minute 15 donc d'écart entre ces 3 hommes de tête et le peloton. Ça y est, on est dans la descente, vous voyez, c'est une belle descente large. C'est propre, on prend des belles courbes, souvent on se fait plaisir. Là on revient sur le coureur de la Polartec, c'est terminé pour lui. Allez, on se fait déjà reprendre par le peloton, vous avez vu ça revient très vite derrière, hein. Je pense que là, ça roule très vite. Et pour info, vous voyez Geoffrey Soupe qui menait la barre. Là maintenant ce sont les coureurs de la Delco, c'est Delio Fernandez à l'avant qui tire le peloton. Alors les Delco ils sont pleins de confiance. Avec la victoire hier de Rémi, la victoire à la maison, très émouvante. Et très émouvante, la victoire au cœur, hein, plus qu'au panache, la victoire au cœur chez lui. Et ils sont reboostés à fond, les Delco Marseille-Provence. Ils ont eu un super début de saison, ils ont déjà gagné le général du Charge Tour avec leur nouveau coureur espagnol Javi Moreno. Donc voilà, ils sont en pleine confiance, ils veulent tenter des choses, et que de mieux que de gagner sur les plages du Prado à Marseille, faire un doublé, étape 2, étape 3, voilà, ce sont leurs ambitions. Et vous savez qu'en fait l'ambition vient en gagnant, hein. Quand on gagne on en a encore plus, et on est en pleine confiance, on tente encore plus de choses qu'à l'accoutumée. Alors Huppers qui semblait être en difficulté, hein, sur la fin de cette difficulté, là en revanche dans la descente il met ce qu'il faut, hein. Ouais, voilà, il s'est tellement accroché, et là il essaye de leur rendre l'appareil. Il a souffert un peu dans la montée, il essaye de les faire souffrir dans la descente, ou alors leur faire gagner un peu de temps. Voilà, c'est un bon descendeur, hein, Huppers, en tout cas on le voit. Kevin Le Danois a été un peu plus fin tacticien puisqu'il a vu que la courbe à l'intérieur était la plus rapide. Et Barcelo qui a du mal, hein, dans cette descente. Et là ça va vite, ça va très très vite, on a plus de 60 km/h dès qu'on prend l'air, dès qu'on met le nez à la fenêtre, qu'on n'a plus d'abri, il faut refaire un effort pour recoller les roues, parce que devant on se passe les relais avec l'aspiration, on pédale beaucoup moins, juste avec l'aspi ça permet de repasser devant, et derrière nous si on n'a pas l'aspiration, faut mettre des watts, faut faire une accélération à plus de 600 watts, et ça coûte de l'énergie. Donc le vélo est déjà assez dur comme ça, si on peut ne pas perdre de l'énergie en descente, c'est bien évidemment le mieux. Voilà, et le pointage 1,05, ils ont encore perdu 10 secondes, hein, malgré effectivement cette descente, hein, qui était commentée par Alexandre, qui nous annonçait une grosse descente, mais derrière aussi le peloton va vite, et plus vite que nos 3 hommes de tête. Et plus vite, pourquoi? Parce que c'est une descente très large, donc pas véritablement technique, même s'il y a des belles courbes, et le peloton, forcément là ils sont que 3 à passer des relais, même Barcelo qui
un peu moins à l'aise ne peut pas relancer vraiment et utiliser l'aspiration des deux autres à chaque fois, comme on le voyait à l'image, alors que derrière, à l'avant d'un peloton, on a bien évidemment 5, 6, 7, 8, voire 10 coureurs sur des grands bouts droits larges comme ça, qui avec l'aspiration peuvent se passer le relais, et ça fait la différence. Et en descente, on gagne très très vite du temps. Rien qu'avec l'effet d'aspiration, plus on est nombreux, plus on va vite. Alors effectivement, je crois que ça c'est l'avantage du vélo, hein. Et surtout de rouler en peloton. Donc on rappelle les 3 hommes de tête: Kevin Le Danois pour Fortuneo Samsic, Joshua Huppers pour la team Lotto Carnos et Fernando Barcelo pour Euskadi Basque Country Murias. Ils sont dans la descente, ils n'ont plus qu'une petite minute d'avance, une 0,5 pour être tout à fait précis au dernier pointage. Derrière effectivement un gros travail, on l'a vu, hein, avec Delco, avec AG2R, avec la Cofidis aussi, donc les grosses équipes. L'Armada est bien présente, hein, pour essayer de revenir finalement maintenant relativement vite, hein, sur les 3 échappés. Oui, et surtout que voilà, comme tu le disais, Cofidis, Française des Jeux, Delco Marseille aussi vient porter main forte à l'avant. Tout le monde a de l'ambition. Cofidis probablement sur le sprint avec Christophe Laporte, et une petite information là-dessus sur le team Cofidis. Donc comme je disais, on a vu Geoffrey Soupe à l'avant en train de rouler. L'information, c'est que Geoffrey Soupe, il était souffrant, malade en début de saison. Il revient sur ce Tour de la Provence pour retrouver la forme, et du coup c'est le très talentueux Dorian Godon qui devient la fusée de lancement de Christophe Laporte. Donc voilà, on a échangé les rôles. Geoffrey Soupe vient travailler en amont et on conserve Dorian Godon. Il a très bien fait sur la première étape en ligne à Istres pour permettre à Christophe Laporte de gagner son étape. Donc voilà, on refait confiance au duo. Geoffrey, c'est d'habitude le lanceur de Nasser Boigny, et là il vient donner main forte aux copains. Il se met au travail un peu plus tôt. Voilà, on retrouve pas, je sais pas, mais enfin on les a à l'image, pardon. Voilà, l'échappée, les 3 hommes de tête, hein, ça relance, ça se met en danseuse bien sûr. On essaie de garder un rythme soutenu. Ils le savent, hein, ils ont les informations donc de cet écart qui est en train de se réduire. Mais pour l'instant, eh bien écoutez, ils sont toujours en tête de cette 3e étape entre Aix et Marseille. Ils le resteront probablement que jusqu'aux premières rampes de la Gineste. Oui. Au mieux, j'ai envie de dire, je pense qu'ils n'iront pas plus loin. Kevin Le Danois essaye de relancer à chaque fois un peu cette échappée, mais même lui va probablement buter malheureusement dans la Gineste. C'est beaucoup d'efforts à l'avant aujourd'hui. Il y avait deux GPM répertoriés, le col de Porte et la montée de Mazog. La montée de Mazog, c'est la montée de la Sainte-Baume de l'autre côté de l'Espigoulier, qui est bien évidemment moins dure que l'Espigoulier, mais qui est coûteuse. On a passé le col de Nange non répertorié, et vous voyez toutes ces petites rampes sur cette route de bord de mer entre Roquefort-la-Bédoule, Cassis. Ça fait extrêmement mal aux pattes. En fin de tour, en fin d'étape, c'est très difficile. Alors à noter également, hein, puisqu'on a parlé de l'accélération du peloton, eh bien ils ont été décrochés. C'est officiel, hein, Bruno Armirail pour la FDJ, Benoît Connefroy pour AG2R la mondiale. On a également décroché Jimmy Turgis pour la Cofidis. Donc là on voit vraiment que ce sont les équipiers qui viennent se décrocher. On est à 25 km de l'arrivée et l'écart il tombe très très vite, parce que ces équipiers là, Jimmy Turgis, Bruno Armirail, ce sont des très bons rouleurs, et ils ont probablement donné un très très gros relais dans le col de l'Ange. Et dans la descente, ils se sont vraiment donnés à fond, et c'est la seule solution, c'est travailler en équipe, et quand on le fait pas à moitié, on se met devant, on donne tout ce qu'on a, on fait un gros relais, et quand on n'a plus rien, quand on n'a plus de gaz, on s'écarte, journée terminée, merci, au revoir, on tire le rideau. Voilà, j'ai l'impression que ce peloton, hein, se rapproche de plus en plus de nos 3 hommes de tête. Comme nous le précisait Alexandre, effectivement, peut-être que l'objectif aussi du peloton, c'est de revenir au pied de la Gineste, hein, pour effectivement qu'il y ait la belle bagarre dans cette montée. Ça se replace à gauche, ouais, la FDJ. La FDJ qui se replace effectivement. La G2R, hein, toujours en chef d'orchestre de ce peloton. Alors c'est marrant à voir, hein, dès qu'on se rapproche trop près de l'échappée, parce qu'on a roulé très vite, on a mis en file.
hop, plus personne ne veut rouler, donc AG2R bien évidemment doit se reporter à l'avant pour entretenir le tempo. Donc voilà, il y a un peu ce balai des équipes à l'avant du peloton. On voit que là c'est un petit temps mort, ça se relève, ça va permettre probablement à des équipiers qui se sont accrochés dans les voitures de revenir. Vous voyez là, ça se met tout le monde de front, ça a vraiment relâché. Ils doivent avoir l'ardoisier qui vient de passer ou les infos dans l'oreillette. Hop, ça se regarde, c'est un peu le jeu du regard là, Direct Energy qui remonte, qui regarde un peu la FDJ, vous y allez, non? Eh ben allez-y vous-même. Non, bon ben alors nous on y va, G2R, hein, parce que nous on doit le faire, c'est notre boulot. Donc voilà, c'est un peu le coup de poker là. Allez, à 22 km de l'arrivée, donc la tête de course qui traverse Cassis actuellement. Dernier pointage, 50 secondes. Voilà, donc c'est confirmé, hein, ces secondes qui s'égrènent. Kevin le Danois est le plus solide de cette échappée, on le voit clairement à chaque fois dès que ça remonte. C'est lui qui force le tempo, c'est lui qui insiste, il met ses coéquipiers dans la difficulté, ses compagnons d'échappée dans la difficulté. Kevin il force, il sait que de toute façon il pourra les perdre, il doit l'avoir senti, il pourra les perdre dans tous les cas quand il le voudra. Voilà, ça y est, on est dans la Gineste, ouais. On est dedans, exactement. On est dans les premières rampes les plus dures. Et en tête du peloton, c'est Direct Energy maintenant qui se positionne et qui lance aussi, regardez, on va pas peut-être parler d'offensive, mais en tout cas d'accélération, puisque oui, tout le monde est en ligne. Ça, hein, là, c'est un temps vraiment très dur. On va tenter quelque chose. Hein, Direct Energy, c'est clair, c'est Alexandre Pichot qui force l'allure en tête de peloton. C'est clair, net et précis. On va tenter de forcer l'allure pour Sylvain Chabanel, pour Lilian Calmejane. 4e et 5e du classement général. Ça y est, là on force l'allure. Hein, alors chez AG2R, on est attentif, on est calé dans les roues. Le coureur à l'avant en chaussures jaunes, ce n'est pas Jonathan Hiver, c'est bel et bien Jérémy Cornu. C'est Jérémy Cornu ou Romain Cardis, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si Jérémy Cornu, j'arrive pas à reconnaître le style, désolé. Bon, c'est pas grave, on va revenir dessus. En tout cas, il force un volet. Ça y est, il s'est écarté. Vous le voyez, il a fait l'effort maximum. Alors là, il n'y a plus personne de Direct Energy. Regardez derrière. comme il s'arrête. Vous avez vu, il est carrément à l'arrêt. Mais derrière, ça doit faire des dégâts, ça doit faire mal. Alors là, il faudrait qu'un Direct Energy relance l'allure ou attaque. Parce qu'après, c'est un peu moins dur. Hein, donc, si on force vraiment le terrain comme ça, il faut y aller derrière. Et ça lâche, Alexandre, ça lâche. Regardez, nos 3 hommes de tête vont être plus que 2 dans quelques secondes. C'est fait dans la Gineste. Oui, ça on a Kevin le Danois, lui, qui est bien parti. On l'a dit que c'était le plus costaud. Ouais, mais là, ça y est. C'est Lilian Calmejane. Ah non, vous le voyez pas. J'ai un petit écran, moi, qui m'indique derrière que Lilian Calmejane s'est porté à l'avant. Et Lilian Calmejane, il force le terrain, vous le voyez pas. Donc, Lilian Calmejane, avec son maillot vert, ça serait sympa d'avoir l'image. On l'a pas. Alors qu'en tête, on rappelle, hein, Kevin le Danois et Fernando Barcelo pour Euskadi Murias. Ça y est, on vient de donner les dernières informations. L'ardoisier est passé. Non, il fallait laisser la caméra, c'est dommage. Allez, on peut revenir sur l'image peloton peut-être. Voilà, on l'a. Vous voyez, Lilian Calmejane, maillot vert, c'est le classement par points qui force l'allure. Quand son coéquipier s'est écarté tout à l'heure, il y a un petit temps de latence, mais Lilian il a de suite réagi, il a compris et tout simplement, il fait le boulot pour Sylvain. Alors je pense que là ça va faire du mal effectivement dans le peloton et vous le voyez, à l'arrière ça va commencer à sauter. Maxime Bouet est là dans la roue avec son maillot blanc de meilleur provençal ou maillot gris pardon. C'est un maillot. Maxime Bouet 11e du classement général. Allez, Rudy Mollard est là aussi. Ah non, en fait, le maillot blanc, c'est son maillot blanc tout court, excusez-moi. Le maillot gris, en fait, c'est un maillot protocolaire qu'il ne porte pas. C'est Joshua Huppers qui va être repris pour la Lotto Carnos. Vous voyez la différence d'allure. Alors, quand on est repris comme ça, Alexandre, là, on en prend une grande derrière les oreilles. Hein. Ouais, là, déjà, on s'écarte pour pas gêner le reste de la course. Il est puissant, Kevin. Il est puissant. Hein. Alors, c'est Barcelo qui relance, mais il le voit. Il voit. Et là, ils reprennent des portions moins dures. Ça y est, à partir de là, c'est moins dur. Le vent est toujours important dans cette partie. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Et en plus, il est légèrement de face, a priori. Donc, ça va rendre les choses plus compliquées. 25 secondes, Alexandre d'écart. Allez, il faut rester là, c'est pas, voilà, Barcelo le Danois, alors que Pichot, Barbier, Kemener, Leroux, eux, sont distancés à l'arrière du peloton.
Si on peut revenir sur la moto 1, Voilà, on va rester comme ça effectivement. 25 secondes, comme quoi... Allez, ça serait bien d'avoir des images de... Alors, ça serait bien d'avoir des quelle images du est peloton. l'allure à peu près, Alexandre, là, de nos hommes de tête? Ou alors, alors peut-être pas le peloton, mais nos hommes de tête, ça monte à quelle vitesse à peu près? Ouais, ça monte à au moins à 25 là, je pense. Ouais. Ça serait dommage de plus avoir de moto sur le peloton. C'est vraiment sur le Non, pour peloton que ça l'instant, se passe. pour l'instant, il y Faudrait a plus tourner de- au peloton. Voilà, j'ai un retour comme quoi on n'a plus Allez. de moto pour l'instant sur le peloton. On est C'est- avec donc C'est toujours vraiment dommage. Là, c'est sur le peloton que ça se passe. Kevin le Danois, Fernando Barcelo, les deux hommes de tête qui sont partis dès les premiers kilomètres. C'est Kevin le Danois, donc pour Fortuneo Samsic, hein, qui a lancé cette échappée, Il est toujours là. aidé par 4 autres. Barcelo lui parle, hein, je sais pas ce qu'il lui dit. Alors est-ce que peut-être maintenant Kevin commence à accuser le coup et peut plus vraiment passer? Il a fait un gros boulot, Et Kevin. Barcelo en avait gardé. Ah, ça y est, mince, la tête il à va l'envers de revenir. notre caméraman. Donc, Allez. moins de 20 on peut imaginer moins de 20 secondes maintenant donc pour le peloton. Donc, l'écart entre le peloton et nos hommes de tête. Allez, faudrait peut-être attendre le peloton, hein, parce que la course va se passer sur le peloton aussi, faire un peu des allers-retours entre le peloton et l'échappée. Ça serait dommage de plus avoir de vidéos sur le peloton. Alors, on même oublie si Kevin là on voit qu'il donne tout, hein, il se bat. Barcelo relance dans la roue. Ah, c'est vraiment dommage de pas voir le peloton. Allez là, hop, on change de côté. Bien évidemment, les coureurs essayent d'utiliser les motos, hein, pour se protéger. Ouais, c'est ça. Alors hein, c'est aussi, le hein. jeu un peu aussi où la presse essaye de faire son travail et les commissaires, eux, le leur. Les coureurs essayent d'utiliser tout ça. Alors que, Donc chacun voit son petit business à lui. alors que le peloton aperçoit au loin le duo. Voilà, on commence à se retourner. Hein. On a vu Kevin le Danois qui se retournait. Ça y est, ils sont déjà dans la descente, hein. Alors, Déjà dans la descente, donc le peloton n'est pas rentré encore. Hein. Non, n'est pas encore rentré. Est-ce qu'il aurait fallu qu'il rentre avant cette descente? Parce que derrière, Alexandre, qu'est-ce qui va rester Ah au non, pardon, programme? il reste encore un petit bout. Je me suis fait piéger moi aussi là par le petit replat. On n'est pas tout à fait en haut, hein, là, on n'est pas encore là. Là, c'est encore assez dur. Ce sont des replats. C'est pas complètement fini. On est à Voilà, une- Kevin qui retourne une nouvelle fois la tête, mais qui prend un relais bien appuyé. Donc Barcelo est obligé de se mettre en danseuse, hein, pour rester dans la roue de Kevin le Danois. On est encore à environ 15 km de l'arrivée. Il doit rester encore. Alors on est en fond plat montant peut-être là. Hein, on est plus, 2-3 voilà. km en faux plat montant, c'est beaucoup moins dur. Oui. Euh, Après on n'a pas à l'image, difficile de voir le vent, hein, parce qu'effectivement le vent peut non, être un... le vent s'est renseigné, il y a un petit vent Ouais. d'ouest, mais pas vraiment très fort. D'ailleurs, on voit que ça roule vite, c'est pas vraiment handicapant, mais il est un petit peu frontal ce vent. C'est pour ça que Kevin rentre bien la tête. Alors il faut savoir que ce sont deux coureurs, hein, de la Ça G2R, hein, bride. qui sont en tête du peloton et qui emmènent le peloton actuellement. L'équipe du leader, le maillot bleu, Je pense qu'on s'est résigné à l'arrière, hein. On s'est résigné, on a compris que à l'avant. avec non, à l'arrière, quand je dis à l'arrière, c'était au niveau du peloton. On s'est résigné à tenter un revenir. va-tout pour le général. Non, de revenir bien sûr pour revenir pour le sprint. On va se battre pour Oui, revenir ça, pour le ça, sprint. ouais. Mais on s'est résigné à tenter des choses pour renverser le général. Parce que s'il fallait le faire, Alexandre, il fallait le faire avant. Ouais, Maintenant, fallait le c'est faire trop au tard. pied et Direct Energy a tenté, hein, ils ont probablement tenté. Alors est-ce que Sylvain Chavanel n'avait peut-être pas les jambes pour contrer à lui tout seul l'Armada G2R, et probablement ce petit vent défavorable dans ces grands bouts droits qui n'aide pas l'offensive, hein. C'est plus facile de défendre dans cette situation-là. Vous voyez, des grandes routes, des grands bouts droits, surtout quand ça termine en faux plat, c'est pas assez dur. Il faudrait des routes plus escarpées, ou alors, comme je vous le disais, vous voyez, il y a un vent venant de la gauche, un vent de mer, où là il y a un grand plateau sur votre gauche que vous voyez qui aurait permis de créer des bordures et de faire des dégâts, mais c'est pas le cas aujourd'hui. C'est d'ailleurs souvent un vent de face, hein, qu'on retrouve dans la Gineste. Le vent arrière peut faire des gros dégâts aussi, parce que quand on roule très vite, l'abri est un peu moins important. Mais là, ce n'est pas le cas malheureusement. Donc on n'a pas l'image, mais d'après nos sources, c'est bien AG2R qui contrôle derrière. Donc AG2R va amener tout ce beau monde pour un sprint massif, car je pense et tout le monde va s'entendre maintenant pour revenir sur ces deux hommes. Et on va assister probablement
à 95% de chance à un sprint massif sur les plages du Prado. On aurait bien aimé quand même. Alors c'est vrai que Direct Energy a essayé, hein, mais on aurait bien aimé une attaque pour essayer de bouleverser un peu ce classement et laisser le suspense jusqu'au bout de cette ultime étape. Après voilà, la Française des Jeux, ils ont une belle carte au sprint avec Marc Sarrault qui va très bien en ce moment. Un sprint large, plat, sur le bord des plages du Prado. C'est taillé pour lui aujourd'hui, c'est assez à l'inverse de ce qu'on a vu sur la première étape à Istres. Donc voilà, on s'est replacé, on l'a vu, ils ont un peu roulé. Ils sont venus voir. Direct Energy a tenté. Lilian Calmejane a tendu l'élastique. Sylvain n'a peut-être pas eu les cannes pour y aller, pour jumper. Je pense que si Sylvain y avait été, Rudy lui aurait filé un coup de main. Il aurait probablement tenté aussi. Mais voilà, on veut pas y aller tout seul puisque c'est suicidaire. Et puis finalement, les classements sont tellement resserrés. On peut pas y aller à l'aventure. Un Rudy Mollard, prendre tous les risques sur finalement une tentative avortée et la crainte de perdre sa 3e place au général. Donc voilà, quand on tente des choses comme ça sur un parcours comme celui-là et des routes comme c'est le cas dans la Gineste, il faut y aller à plusieurs et il faut des conditions météorologiques favorables. Alors j'espère qu'on va pouvoir le voir à l'image d'ici quelques secondes parce que effectivement on nous annonce quand même ça bouge hein, dans ce peloton, un peloton qui était emmené par les coureurs de l'AG2R, Franck et Gauthier. En revanche, un coureur de la Delco donc a lancé un contre, on espère hein, d'ici. C'est dommage, on peut le voir. C'est vrai que Marseille ils se sont replacés, hein. Ils ont mis une petite banderille dans la descente. Ils ont essayé de tendre le peloton. Jesbert, voilà, on a l'information, c'est Jesbert et le jeune Lucas. Alors Jesbert pour Fortuneo Samsic et Lucas De Rossi Delco Marseille Provence KTM. Ouais. J'espère que. C'est bizarre que quand même Jesbert fasse un contre. Je pense qu'il a jumpé pour protéger son copain Kevin Le Danois. Bon, on n'a pas l'image, je pense qu'il n'est pas fou, il ne va pas rouler derrière avec Lucas De Rossi. Il est juste venu accompagner pour contrôler, parce que finalement, peut-être qu'à G2R, ils veulent pas prendre de risques, et finalement Rudy Barbie n'est peut-être pas si bien que ça, donc ils vont peut-être pas l'amener au sprint, donc eux, ça les dérange pas de pas rentrer, de laisser Kevin Le Danois et Barcelo se disputer la gagne. En tout cas, ils ont fait le taf pendant 3 jours, et ils doivent clairement réduire l'allure à l'arrière parce que sinon Lucas De Rossi et Elie Hébert n'auraient pas pu ressortir. Donc là ils montrent un peu aux autres équipes, bon les gars vous nous avez attaqué, on a répondu, on est là. Maintenant si vous voulez faire un sprint, à vous d'y aller. Et nous on replacera Rudy dans le final, mais en tout cas on va pas prendre en main jusqu'au bout. Voilà, donc apparemment une contre-attaque avortée puisque le peloton est revenu hein, sur ces 2 coureurs hein, de la Fortuneo et ça, il se retourne. Et De Rossi de Barcelo, c'est que ça doit rentrer fort derrière. Ça doit être très proche. Ils ont 15 secondes, ouais, ils sont à 15 secondes. Le peloton est à 15 secondes. On ne le voit pas à l'image, mais on peut vous donner cette information malgré tout. Ce qui veut dire qu'effectivement, on est vraiment dans les dernières difficultés, dernières pentes de la Gineste, avant effectivement de basculer en direction de Marseille. Voilà, allez, la moto, faut rester là. Faut pas partir trop loin. Non, faut rester là, s'il vous plaît. Faut rester là. Non, ne passez pas. Voilà, faut rester là. Voilà, il faut rester ici. C'est bien, ça va rentrer. On fait plaisir au commissaire. Mais là, c'est bon. Oui, alors il y a toute on va pas les déranger. Là, on peut laisser revenir tranquillement. On peut en parler aussi de ça. Il y a toute une organisation au sein du peloton, au sein de la course, avec les commissaires de course qui autorisent ou pas le passage des motos. Il faut le savoir. Hein. Ouais, c'est un peu la problématique. Hein. C'est comme je vous disais, chacun voit midi à sa porte. Les commissaires veulent protéger les coureurs ou alors plutôt avoir une course aussi plus que loyale. Il y a les régulateurs pour vraiment la sécurité. Alors, allez, ça c'est reparti. C'est Saint-Michel, Aubert 93. Alors qui en a Attaque effectivement alors que les 2 hommes de tête viennent d'être repris par le peloton. On a annoncé 15 secondes, ça y est, c'est fait en haut de la fin. C'est Kevin Lequin, je pense. Alors effectivement, on va voir nouvelle attaque. Je suis pas sûr, on est un peu loin, mais pour moi c'est Kevin Lequin qui tente quelque chose. Allez, là, alors une information aussi, notez que les Françaises des Jeux qui contrôlent, là clairement Françaises des Jeux, c'est pour Marc Sarrault. Hein. Alexandre, Rudy Barbier, hein, le sprinter d'AG2R, ne figure plus dans le peloton pour l'instant. Et voilà, c'est pour ça, je vais vous l'expliquer.
On a levé le pied quand on a repris les commandes parce qu'on n'a aucun intérêt au final d'arriver au sprint. Pour AG2R, c'est prendre des risques pour rien. On va laisser les deux échapper devant. Nous, on gagne le général. Maintenant, on a fait le boulot. On est quasiment assuré de gagner le général puisque personne ne pourra nous attaquer désormais. Donc, on va pas se mettre sur le toit pour vous. On va pas prendre de risques. On va garder encore un peu de fraîcheur. Vu que notre sprinter à nous, il a probablement dû bosser aujourd'hui parce que quand on n'est qu'une équipe de 7 et qu'on veut garder des forces pour les dernières ascensions, on est obligé au bout d'un moment de faire des choix et de faire travailler son sprinter. Donc voilà, Rudy a dû taffer au début de course et il a très logiquement reculé dans cette dernière ascension. Donc Rudy n'étant plus là, on n'a plus intérêt à aller chercher un sprint massif du côté d'AG2R la mondiale. Donc on laisse faire les autres, et les autres qui est, c'est FDJ parce qu'ils ont Maxaro. Effectivement, on retrouve échappé terminé, je pense. Voilà, regroupement complet du peloton, et donc on va basculer. On est vraiment dans les derniers mètres de cette montée de la Gineste. Alors qu'on a une vue aérienne de la ligne d'arrivée, celle qui sera tout à l'heure le théâtre du final de cette 3e édition du Tour de la Provence 2018. Alors on va clairement arriver, bon, je vous le dis de suite, à moins qu'il y ait quelqu'un qui nous tente le kilomètre et qui nous fasse une belle surprise. Ça va arriver à 99% à un sprint, car là la descente sur Marseille est très belle aussi, l'avenue du Prado. Là vous voyez le dernier virage à droite à 500 mètres. Voilà, c'est ce virage et ensuite c'est tout droit jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà, et avant cela, c'est la grande avenue du Prado, donc du Vélodrome jusqu'à ce virage, c'est tout droit, il y a au moins 1 kilomètre. Il y a 0 risque, c'est faux plat descendant. C'est très belle avenue, ça va faire un sprint massif, c'est sûr et certain. Et pour rebondir là-dessus, on va peut-être nommer les sprinteurs qu'il reste dans ce peloton en tout cas. Bon, en tout cas, la FDJ va forcément travailler pour Marc Sarrault. Ça, c'est une certitude. On a vu l'équipe Cofidis en grande confiance et qui va bien évidemment travailler pour Christophe Laporte. Et petite anecdote, si Christophe Laporte il termine dans les 7 premiers de ce sprint massif, il ravira à Lilian Calmejane, s'il ne rentre pas lui dans le top 10, le maillot vert du classement par points. Ça y est, une attaque dans la descente. Alors, effectivement, une attaque dans la descente. Alors là, assez compliqué effectivement c'est dur pour vous identifier. J'ai l'impression que de loin, j'ai cru voir un Saint-Michel Aubert 93 encore, qui sont très très agressifs sur cette course et ils ont de grosses ambitions avec Anthony Maldonado qui s'est fait coincer à Istres. Il avait pointé Istres. Oui, grosse déception. Istres, c'était vraiment celle qu'il avait cochée. Vraiment déçu. Il s'est fait enfermer à 500 mètres. Il n'a pas pu réaliser son sprint. Et du coup, il a été tellement revanchard qu'il a fait une super montée. Il a surpris tout le monde. Il s'est même surpris lui-même. Il est venu finir dans les 20 hier. Une très très belle montée de l'Espigoulier. Il a à peine sauté à 2 bandes de l'arrivée. Et quand je suivais un peu la course, je me suis dit, si le Anthony... s'il se regarde encore un peu devant, là, les 10 premiers, si Anthony il arrive à raccrocher un peu les roues, dans les derniers 500 mètres de l'Espigoulier sur les faux plats, il va venir arranger tout le monde. Ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, ça a donné la confiance. Et même si cette arrivée, elle est vraiment pas taillée pour lui, c'est un petit gabarit, c'est un sprinter rapide, il va quand même tenter son va-tout, je pense, aujourd'hui. Ils sont vraiment agressifs ici, les Saint-Michel, Big Mat, Aubert 93 depuis le début de saison. Ils sont en confiance avec Johan Payot. Romain Féhu, l'expérimenté sprinter, retrouve des cannes et ça m'étonnerait pas que ce soit lui qui tente quelque chose là. Voilà, donc une échappée effectivement, donc, quand ça a basculé dans la descente de la Gineste en direction du final, cette arrivée sur Marseille. On peut rester sur la descente, même si on voit loin, si on voit de loin, c'est toujours intéressant. On sait que c'est Juan Camacho del Freno de Polartec Cometa. Voilà, un jeune coureur qui n'a pas froid aux yeux. Il a dû suivre l'exemple de son mentor Alberto Contador, excellent descendeur lui aussi. Il a fait une belle attaque, ce coureur. Belle attaque parce que là, il faut rouler très très vite. Je peux vous dire que la descente, elle est pas si technique que ça. Certes, ce sont des grandes courbes rapides. Donc oui, quand on a un bon descendeur, on fait la différence. Mais il y a peu de perte de vitesse. Donc pour entretenir la vitesse, vous voyez là, il relance très très fort. Il faut faire de très très gros efforts, mettre énormément de watts. Et là, clairement, si ce coureur est repris, il sera immédiatement distancé ou relégué au fond de la classe parce que là il fait un effort
au-delà de ses capacités maximales aérobie. Il tape déjà dans le lactique et on est obligé de mettre énormément de watts et c'est très très coûteux l'effort qu'il est en train de faire. Mais c'est comme ça qu'on peut tenter et créer des exploits. Voilà, il avait terminé 32e sur le prologue, ce coureur. 76e donc de la première étape, 55e de la deuxième étape. Il fait un bel effort, mais il y a encore 10 bornes, je pense. Où je sais pas si on a passé le panneau des 10 bornes. En tout cas, on ne l'a pas vu sur le bord. En même temps, à l'envers, c'est difficile de le voir, mais... On ne doit pas être loin en tout cas, puisqu'il est parti au 12e à 12 km de l'arrivée. Alors, on annonce entrée dans Marseille à 10 km sur le roadbook. Alors, est-ce qu'on est déjà... Alors il va falloir s'en méfier, hein, puisque 4e du contre-la-montre espagnol Espoir la saison passée. Donc c'est un très bon rouleur. Donc il tente sa chance, il a bien raison. C'est un très bon rouleur, belle technique, voilà. On le voit aplati, les mains sur les cocottes, mais on voit les coudes à 90 degrés. Voilà. Il est venu chercher l'aspiration de la moto. Vous avez vu, chacun essaye d'apporter de l'eau à son moulin. Le coureur essaye d'utiliser la caméra, la moto caméra ou la moto photo qui parfois après le soir se fait gronder par les commissaires, mais bon voilà, chacun essaye d'utiliser les motos pour gagner un peu d'aspiration, pour gagner ce petit plus qui permettra peut-être d'aller jusqu'au bout, parce que là je vous dis, il fait un effort très très violent, c'est très très dur ce qu'il est en train de faire et il faut des qualités je vais pas dire extraordinaire, parce que quand on est coureur cycliste professionnel et lui c'est un jeune coureur qui débute, il y a des coureurs qui sont bien évidemment plus forts que lui dans ce peloton, mais voilà, faut des qualités spéciales pour faire ce genre d'effort. Il y a des coureurs qui sont sprinteurs, des coureurs qui sont grimpeurs. Pardon Alexandre, oui allez-y, je vous ai perturbé là. Et il y a des coureurs qui sont plus ou moins rouleurs comme lui, et ça c'est quand on est bon dans l'exercice du contre-la-montre, c'est le moyen de gagner des étapes en ligne et oula, ça y est, là le choix aussi, c'est peut-être pas le choix le plus rapide. Il a bien vu, il a un petit moment d'hésitation, mais finalement c'était le plus rapide. À moins de 10 km maintenant, hein. On confirme, moins de 10 km avec 12 on secondes est d'avance. Dans Marseille. Ça a dû rouler, c'est dommage, on n'arrive pas à voir derrière ce qui s'y passe, donc il fait un super bel effort, mais ça, il se retourne, il est en bout de course, hein, c'est quasiment impossible. 10 km, il y en a très peu qui peuvent réussir ce genre d'effort, hein, et quand on est jeune, on le tente, par expérience, moi aussi je l'ai tenté dans ma jeunesse, mais après au bout d'un moment... C'est monté à 15 secondes. Au bout d'un moment, on comprend qu'à moins d'être un très grand champion de contre-la-montre, un Tony Martin, un Fabian Cancellara, qui est champion qu'il était, pouvait réaliser ce genre d'effort et résister à un peloton. Mais après c'est beau, hein, il faut tenter des choses, ils n'ont pas de sprinter, faut y aller, quoi. Je crois que ce qui est intéressant de noter, c'est voilà, il essaie, il tente le tout pour le tout, à moins de 10 km de l'arrivée, il a fait une grosse descente, maintenant il pointe à 15 secondes avec 15 secondes d'avance. Et pourquoi pas, descente, c'est favorable quand même pour lui ce terrain. Là non, là c'est pas favorable à ce qu'on voyait là, c'est grand bout droit, faux plat descendant, c'est pas vraiment favorable. Il faudrait que une descente c'est clairement favorable, oui Stéphane, mais il faut qu'elle soit beaucoup plus technique. D'accord. Alors là attention aux fournitures sur la route, on a vu un terre-plein à gauche, vous voyez à droite c'est pas une ligne, c'est un petit bourrelet, c'est très dangereux là ce petit bourrelet. Beaucoup de coureurs qui ont l'habitude de faire la Marseillaise le connaissent, ce mauvais bourrelet là, mais dans le peloton ça crée toujours un peu le trou. Vous voyez, il va pas à droite, pourquoi? Parce qu'il y a un petit bourrelet là qui gêne entre la voie des bus et la route principale. Allez, il revient chercher l'abri derrière la moto, intelligence coureur. Alors qu'il est rentré dans la cité phocéenne, notre rouleur du jour, Juan Camacho del Freno. Il ne se résigne pas, hein. Il a regardé derrière, on l'a peut-être laissé un peu faire, il était à deux doigts de se relever, puis finalement il a relancé l'allure. Hop, le dos d'âne, ça se rétrécit. Alors là, oui, ça redevient un peu favorable. Si ça devient un peu plus technique, s'il y a des fournitures, on voit qu'il y a des travaux sur le bord. Voilà. Alors attention. Là, à combien de kilomètres on est environ? Ça serait là, il doit intéressant être de savoir. à 8 km à peu près, moi, je pense, de l'arrivée. Hein. Je pense qu'il est plus proche que ça. Je pense qu'il est peut-être un peu plus proche que ça. Alors c'est la FDJ, hein, Ecofidis, hein, qui emmène le peloton. C'est intéressant de savoir effectivement qui mène la poursuite. Ça c'est l'obélisque, on est plus proche, hein, on est dans les 5 derniers kilomètres. Allez, reviens chercher l'abri. Ouais, mais écoutez, hein, pour l'instant.
Et ça rentre pas, hein, ça Et rentre non, pas. Il fait il un a- super bel effort. Il fait un super bel effort. Je peux vous dire, c'est très compliqué de faire ça. C'est très très compliqué. Et s'il vous faisait mentir, et s'il allait jusqu'au bout, cher Eh Alexandre, ben, ça serait le pourcentage ça serait bien. d'erreurs que Pour je le m'étais spectacle. gardé quand je l'avais dit Il 99%. reste 5 km. Et je vous avais dit qu'il fallait tenter quelque chose en solitaire. Alors j'avais dit le kilomètre parce qu'il y a ce virage en épingle à 500 mètres et un coureur très très fort. Pourquoi pas sur une erreur d'une équipe à la relance peut aller au bout. Mais lui là, il a pris les choses en main de plus loin. Il est à moins de 5 km de l'arrivée. Allez, faut rester. Alors là, par contre, je peux effectivement complètement comprendre votre analyse donc précédente. Là, c'est un désavantage, une grande ligne droite comme le ça. Grand boulevard, ça c'est l'avenue du Prado. Là, si je dis pas de bêtises. forcément que le peloton roulera plus vite que lui. Et oui, et je pense que ça doit s'affoler dans les voitures, ça doit s'affoler dans les oreillettes. Réveillez-vous. On a vu un Paul Artec partir en équipe continentale, espagnole, on les a pas trop pris au sérieux. Pourtant, ils ont à chaque fois éteint les échappées, ils ont chaque fois tenté leur coup. On les a peut-être pas pris au sérieux et là on se rend compte trop tard que Parce que là, on est sur les grands boulevards marseillais, ça y est. là, hein. il bute un peu, mais il a encore de la bracassin. Il tourne les jambes un peu moins vite, mais il a une super belle attitude, une très belle position. Il est à plat, on sent le chronométreur en bec de selle et il est efficace. Ça, il reprend de la vélocité, il reprend un peu de vitesse. Ah là, il commence peut-être à Ouais, y mais croire. Quand il tourne la tête comme ça et qu'effectivement il garde ce niveau, je dirais effectivement d'efficacité, c'est bien la raison pour laquelle il reste motivé et sûr de son coup. Au moins il va essayer de tout mettre. hein. Exactement, Stéphane, il y croit là, Eh il ouais. croit, ce petit coup de tête qu'il a mis derrière, ce petit regard, ça l'a conforté dans son option. Allez, et il se Faut démobilise pas trop, il faut pas continue. trop, ouais, faut pas trop qu'il regarde. Il Il est à quoi là? À plus de 50 à l'heure. hein. Ah oui, là il est à Ouais. plus de 50 à l'heure. Il est à plus de 50 à Parce l'heure, que les il doit gens voitiner les tournent quand même, 55. Ouais, il Ouais. fait un super bel. Vous voyez, il est vraiment Allez, dans allez. un effort maximal. Là, en watts, c'est 500 watts, 450, 500 Ah, watts. ça cause pour tous les cyclos, je dirais. Hein. Je vais pas parler forcément de ceux qui font de la compétition, mais les cyclos qui travaillent également au capteur de puissance. Quand vous parlez de 500 watts, là, ça fait mal. hein. Ouais, c'est ce qu'il faut faire hein, pour résister à un peloton. C'est le minimum. Il a toujours 15 secondes C'est d'avance. super, il fait un super effort. Il doit vraiment y croire. Ça doit crier dans l'oreillette. On doit le motiver. Franck Contador doit lui hurler dans les oreilles Son directeur, ouais. et le motiver, le booster. On le voit, hein, c'est un habitué. Il a le casque aéro. Alors il y a deux choix de casque. Il y a des casques aéro ou des casques plus aérés. Lui, il a fait le choix du casque aéro parce que c'est un garçon qui doit aimer cet effort-là. Et bien, il en a pris aujourd'hui de mettre celui-là. Allez, on voit les premières motos arriver. Ça serait dommage. Est-ce qu'il avait pu l'anticiper ça dans son esprit de partir dans la descente si effectivement il était en bonne position? Parce Ouais, que je quand on voit pense, l'exercice hein, qu'il fait là, je pense, on se lance pas dans un, voilà. on se lance pas dans un tel effort par hasard. Ça serait dommage de pas retrouver la moto là. Ah non, revenez sur la moto si on peut. Ah non, l'image est figée, Ouais, c'est mais on voit en fond le peloton. Ça va être dur parce que là, ça y est, le peloton, ils ont compris que c'était vraiment dangereux, que c'était le dernier moment pour réagir. Alors là, on va arriver jusqu'au Vélodrome, au bout de cette rue, tourner à gauche, et il va rester, quand on est au Vélodrome, 2 km, un bon kilomètre et demi, Alors en tout cas, ce que je faux peux plat vous dire, descendant, et ce on que vire je à peux- droite 500 ce mètres. que je peux vous dire, Alexandre, c'est que pour l'instant, le peloton ne parvient pas à boucler le trou sur Camacho. Ce qui veut dire qu'il est en passe de créer la surprise et l'exploit sur cette dernière étape du Tour de la Provence. Ça serait magnifique, ça serait mérité, ça serait vraiment mérité parce qu'on s'est regardé, les équipes World Tour se sont regardées, ont tenté d'abord de se faire la guerre pour le général, ça s'est pas fait. Alors AG2R, ils ont dit ben voilà, surtout que Rudy n'était plus là, Rudy Barbier, ben débrouillez-vous. Donc il y a eu ce petit temps de latence, on a amené beaucoup de monde jusqu'en haut, des coureurs qui peut-être n'auraient pas pu passer la Gineste, et ça a redonné de l'espoir à des coureurs comme Camacho qui s'est dit ben allez, pourquoi pas moi, hein, je vais tenter mon coup. Ça y est, le kilomètre pour la moto, j'ai l'impression qu'il est repris. La moto, si vous pouvez rebéquer allez, s'il vous plaît, la moto, faut nous remontrer les images, dommage. Le drone, s'il peut avancer. Ouais, ça ça va être devient dur. effectivement, oui, on a confirmation que l'écart est descendu à 8 secondes. Ouais, ça va être compliqué. Et ça devient, comme vous le disiez, compliqué pour Juan Camacho del Freno. Et ça va être compliqué de... Parce qu'à 8 secondes, ça veut dire que c'est quasi fait. Hein.
Alors, on va peut-être pouvoir retrouver des images sur le dernier kilomètre, ce serait sympa. On voit le peloton. C'est le peloton groupé. Le peloton groupé. Alors là, je veux bien. On va essayer malgré tout. Si, c'est Aqua Protect, c'est pour Justin Jules là, c'est les coureurs de Vérone Classique qui sont en tête à 500 mètres. Il en a encore 2 devant lui, si je dis pas de bêtises. Moi, je vois du jaune fluo, je sais pas vous, Stéphane, mais pour moi, c'est du jaune fluo. Allez, on se laisse décrocher. La Cofidis qui lance. Dorian Godon qui emmène Christophe Laporte. Il y a un Vital Concept à l'avant. Je ne sais pas qui est-ce, mais Christophe Laporte est magnifiquement mené. Ça paraît réglé pour Christophe Laporte. Il y a Barbier, le frère de Roubaix-Lille Métropole, Pierre Barbier dans sa roue. Attention, Christophe Laporte, Pierre Barbier va-t-il passer? Christophe Laporte en costaud, solide, très fort. Pierre Barbier deuxième. Bravo Christophe. Il ne s'est jamais affolé. Il avait Dorian Godon avec lui. Geoffrey Soupa avait fait le boulot. Et voilà, ça fait deux victoires sur le Tour de la Provence, plus une à l'Étoile de Bessèges. Magnifique Christophe Laporte, il est le plus fort clairement. Quand c'est sinueux, quand c'est tout droit, c'est le plus fort. Il a un équipier en pleine confiance aussi, Dorian Godon qui a fait le boulot. Ils ont profité du travail des Aqua Protect Vérone Classique de Justin Jules, qui prend les devants, qui ose et qui malheureusement se fait chaque fois déborder par la Cofidis. Et encore une super belle deuxième place de Pierre Barbier, le jeune frère de Rudy Barbier, très talentueux coureur. On a fait une interview avec lui ce matin. Franck Vermeulen m'avait confié que c'était un coureur très très talentueux, qui prenait de la confiance sur cette première année néo-pro. Il était chez BMC Développement l'an dernier, donc il avait un calendrier plutôt continental, il avait très peu l'occasion de courir à ce niveau-là, et de suite il rentre dans le bain de la plus belle des manières. Bravo à Christophe Laporte après s'être imposé sur l'étape où il s'est imposé à Istres avec un sprint qui avait été très technique et tortueux. Et bien là, longue ligne droite sur le Prado et victoire en costaud une nouvelle fois pour Christophe Laporte. La Cofidis. Alors dans quelques secondes peut-être quelques interviews sur la ligne d'arrivée. Et on a pu noter aussi un Vital Concept qui a débordé. Allez, le direct avec Christophe Laporte. Peut-être votre Erwan Super journée encore, une magnifique étape. Deuxième victoire aujourd'hui sur le Tour de la Provence. Les premières impressions. Ouais. L'équipe a fait un super travail encore. Je suis vraiment heureux. C'est incroyable, je gagne 2. C'est ma 3e depuis le début de saison, donc je suis vraiment heureux. L'équipe est super et ils font du beau boulot pour moi. Et voilà, je suis super heureux. Les tactiques de course, est-ce qu'il y avait quelque chose, un briefing de ce matin d'attendu par rapport à la journée avec un sprint prévu sur cette arrivée à Marseille? Ouais, le but c'était une arrivée au sprint. Voilà, on voulait que ce soit difficile. Dans la jeunesse, on doutait que ça allait rouler vite. Donc c'est ce qui s'est passé. Je me sentais bien. Et je l'ai dit au mec, donc voilà, tout s'est super bien passé. Voilà, super heureux. Voilà, 2 victoires au sprint, c'était quand même inattendu parce que on sait que tu es capable de faire de belles choses partout sur tous les parcours. Par contre, au sprint, est-ce que c'était prévu 2 étapes comme ça avant le départ de ce Tour de la Provence? On peut jamais prévoir, mais on savait qu'il y avait moyen de gagner. Mais là, c'est vraiment c'est super. Voilà, j'ai fait un bon prologue. Hier, j'ai roulé pour Mathias qui a fait une super étape. Aujourd'hui, voilà, j'ai gagné, je suis super content. En plus, il y a ma copine qui est ici et voilà, je suis vraiment heureux de gagner devant elle. Super, il y a beaucoup d'émotions dans ce Tour de la Provence, de Grigorio qui gagne hier, donc avec l'émotion d'arrivée finale ici dans son lieu, et aujourd'hui toi en présence avec ton épouse. Alors c'est vraiment quelque chose d'important pour toi et l'émotion fait partie de la course? Oui, c'est mes routes d'entraînement. Je me sens bien ici et voilà, ça se voit sur le résultat. Et puis je le répète, l'équipe est incroyable. Alors justement, il y avait Camacho qui était devant avec un petit écart. Est-ce qu'à un moment on a douté? Est-ce qu'à un moment on s'est dit? Ou est-ce qu'on a été jusqu'au bout pour aller chercher cette victoire? Ouais, on n'a pas douté, on savait qu'il y avait vent de face. Donc j'ai décidé de mettre Anthony en roulé à la fin pour revenir, parce que c'était quand même 15 secondes d'écart. Donc Anthony a roulé, Mathias aussi un peu, et après il me restait Dorian et Mathias qui m'ont bien aidé. Dorian il m'a lancé super bien, donc c'était idéal. Bravo Christophe, merci et bravo à l'équipe Cofidis. Merci. Voilà, merci pour cette interview à chaud de Christophe Laporte, double vainqueur d'étape sur cette 3e édition du Tour de la Provence 2018. On va juste rappeler le classement général. Alexandre. Alexandre Géniez n'a pas été
déboulonné de son trône depuis qu'il a pris la tête au prologue. Tony Galopin, un deuxième AG2R La Mondiale à la deuxième place, ils font donc le doublé. Et Rudy Mollard de la FDJ, troisième. Donc Alexandre Géniez, Tony Galopin à 5 secondes et Rudy Mollard à 7 secondes. Voilà le général. Merci Alexandre, merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis sur ce live en direct sur la page Facebook La Provence. Merci Alexandre Blin d'avoir apporté toute ta connaissance et ton expérience de cycliste. Merci, à très bientôt, on l'espère, sur une nouvelle aventure, pourquoi pas. Oui, ça serait sympa. Moi, ça m'a plu en tout cas. Première expérience, j'y ai pris goût, j'ai vécu les émotions. Moi aussi, je suis du Sud et les sudistes ont bien brillé sur ces étapes. Et voilà, j'ai senti le cœur, l'émotion parler avec la victoire de Rémi, la victoire de Christophe. Donc c'était doublement agréable pour moi de partager ces moments. Merci beaucoup. On vous souhaite une agréable fin de journée. À très bientôt. Ciao, bye bye. Merci, au revoir.